Il me revient vraiment l'honneur de vous accueillir, vous remercier d'être extrêmement nombreux ce soir. On sait que vous avez des activités intenses. On sait qu'il y a à nos conférences des acteurs qui sont en action avec beaucoup de travail et cette période particulièrement complexe de notre confinement qui s'est repris et donc beaucoup de manifestations qui se passent en digital. C'est aussi notre choix ici pour les PDSI. Donc, nous ouvrons et nous poursuivons ce cycle des conférences pour le développement de la science et l'innovation. C'est cela que veut dire PDSI et au service des transitions. Alors, ce cycle de conférences, eh bien, il a été prévu, monté déjà depuis 5 ans avec 4 organisations et partenaires associatifs. Nous avons les associations ici représentées parmi nos participants. Je sais et je crois savoir qu'il y a eu beaucoup de nos opérateurs qui sont parmi nous ce soir en participant, qu'il s'agisse de l'AFAS, l'Association pour le développement des sciences et la reconnaissance, l'IESF Île-de-France et l'association Bernard Grégory également qui participent et depuis maintenant plusieurs mois à la préparation de ce cycle de conférences, ainsi que la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, dont je suis moi-même la vice-présidente, et nous avons vraiment l'honneur en général de vous accueillir aussi en présentiel à l'Hôtel de l'Industrie, place Saint-Germain-des-Prés à Paris. Mais là, nous sommes maintenant pour ces conférences en version digitale. Et bien, c'est le sujet de ce jour, en l'occurrence, puisque notre choisit de traiter de cette question qui nous paraît être absolument d'actualité, bien évidemment. Nous avons en cette période de pandémie mondiale et probablement tout particulièrement nous, les acteurs français, eu à cœur de poursuivre autant que faire se peut nos activités et nous essayons au maximum de le faire via aussi les outils numériques. Et donc, on voit qu'il y a avec ce sujet-là peut-être un certain nombre d'enjeux qui s'entrechoquent, d'enjeux qui peut-être ne sont pas compatibles. C'est bien le sujet de ce soir, c'est bien le débat de ce soir que de se demander comment on peut résoudre cette équation d'un développement du numérique qui puisse être compatible avec les questions énergétiques, d'économie d'énergie et peut-être de façon plus générale avec la question des impacts environnementaux. Donc, en l'occurrence, pour y parvenir et pour traiter de ces questions, eh bien nous, notre conviction, c'est qu'il est intéressant de donner la parole aux scientifiques et aussi au monde économique, de façon à pouvoir croiser les regards et avoir, de notre point de vue, à tous, avec ces regards croisés, peut-être une partie des solutions. Quoi qu'il en soit, nous aurons vraiment la chance ce soir d'entendre Françoise Berthoud. Françoise Berthoud, qui est ingénieure de recherche en informatique au CNRS et qui est aussi, et depuis maintenant plusieurs années, la fondatrice du groupe d'experts GDS EcoInfo, qui rassemble beaucoup d'éléments, beaucoup de données, tout particulièrement sur les questions environnementales et qui, sur ces sujets du numérique, de l'informatique, de la question de cette digitalisation de notre monde et de nos activités, eh bien, a pu faire des travaux de recherche et elle est elle-même experte enseignante dans bien des secteurs avec, vous le verrez, un certain nombre d'engagements et de partis pris très précis. Et puis, nous aurons aussi, évidemment, suite à cette présentation de notre experte scientifique, le témoignage et puis aussi le regard d'un grand expert aussi, lui, mais du monde de l'entreprise, très spécialisé sur ces sujets numériques, puisque là, avec Françoise Thérin, Françoise Thérin est vice-président exécutif, directeur industriel chez OVH Cloud. Et OVH Cloud est l'un de nos leaders mondiaux maintenant dans ces domaines du cloud et de ce développement, notamment de l'hébergement numérique. Et on verra avec Françoise Thérin, avec ces sociétés très en pointe et ces sociétés françaises qui sont en pointe sur ces sujets-là, comment on peut évoluer, comment on peut innover pour essayer d'agir en tenant compte des différents enjeux.
Et nous sommes très heureux d'accueillir notamment aussi Françoise Thérin et OVH Cloud, parce qu'il se trouve que à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, eh bien, nous avons un petit peu été précurseurs. On vous avait repéré, nous, à la Société d'encouragement, comme étant des belles pépites françaises du développement entrepreneurial, avec un prix qui vous a été remis, puisque dans notre vocation d'encourager les entrepreneurs français, il y a eu OVH Cloud qui fait partie de nos lauréats primés en 2019 sur ces sujets d'une belle croissance d'entreprise. Et puis, je voulais vous dire qu'il y a dans notre façon de croiser les regards, dans notre façon d'interroger aussi ce monde qui change, qui bouge, bien sûr la science, bien sûr les acteurs économiques et les acteurs qui font la vraie vie, si je puis dire, sur le terrain, avec des visions sociales et sociétales très, très poussées. Et nous avons évidemment aussi ces jeunes, les jeunes pour qui nous tous, eh bien, et avec qui nous travaillons, nous espérons travailler à ce monde qui devient maintenant, qui évolue. Et ces jeunes, eh bien, pour être un peu, voilà, cette force un peu d'aiguillon, et puis pourquoi pas aussi de challenge à nos côtés, nous, les générations qui avons déjà un petit peu de bouteille sur ces questions et parfois quelques certitudes, eh bien, nous avons demandé, notamment au collectif étudiant pour un réveil écologique, de nous aider à imaginer, à la fois promouvoir vers ces 35 000 jeunes qui ont des engagements et qui sont dans les grandes écoles et dans toutes nos écoles de toutes les disciplines, mais aussi pour nous PDSI, de porter le questionnement. Et vous êtes tous invités d'ailleurs à nous questionner, à questionner nos intervenants. Vous avez pour cela, dans le cadre du Zoom, le petit bouton converser, la conversation. Surtout, posez-nous les questions, mettez-les par écrit. Nous, avec Hilaire Foilard, donc le jeune qui va m'aider sur cette modération, eh bien, nous allons repérer vos questions, nous allons les poser aux intervenants dès que les exposés préliminaires seront terminés. Et voilà, donc sans trop tarder, si vous le voulez bien, eh bien, je vais donner la parole à Madame Françoise Berthoud, de façon à ce que soit lancé ce PDSI sur cet enjeu si essentiel. Madame Berthoud. Alors, voilà, je crois que vous avez le micro ouvert. Oui, merci, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Pas tout de suite. Auparavant, je voulais vous... Voilà, on va lancer. Voilà, auparavant, je voulais vous présenter un petit extrait d'un documentaire qui est passé sur Arte en 2019 et qui s'appelle « Déchets électroniques, le grand détournement ». Juste 3 minutes. Cette folie économique se répète inlassablement depuis 20 ans. À Accra, au Ghana, l'afflux de déchets est tellement massif que le pays n'a pas réussi à faire face. Et il en paye aujourd'hui le prix fort. Dans la banlieue de la capitale, la décharge d'Agboblochi est considérée comme l'une des zones les plus toxiques au monde. Mike Anané est un journaliste d'investigation. Il connaît ce terrain dans les moindres recoins. Il y a vu grandir et mourir des centaines d'adolescents. Près de 40 000 personnes travaillent ici sur les déchets électroniques. Ils les démontent entièrement. Voici le type de recyclage qui est fait ici. Mais évidemment, ce n'est pas une bonne façon de faire. C'est tellement dangereux. Beaucoup d'entre eux ont déjà ingéré des métaux lourds dans leur corps et ça attaque leur santé. On parle ici de cancer et de toutes les maladies qui vont affecter ces adolescents au cours de leur vie.
Ici, l'économie est organisée pour que chaque pièce soit démontée vis après vis, 365 jours par an. Ce qui fait tourner les têtes, c'est le cuivre, l'aluminium et la ferraille. Une économie de la misère qui ne rapporte pas grand-chose. La plupart des ouvriers ne gagnent pas plus de 40 € par mois. Combien ça vaut? Moins de 2 €. Pour 500 grammes. Et pour l'aluminium, c'est combien? 500 grammes, c'est 50 centimes d'euros. Il y a encore 20 ans, cette vaste étendue abritait des pâturages et une lagune. On y venait pêcher ou se baigner. Je vais vous dire un truc. Vous voyez ici, là où on se tient, c'était rempli d'eau avant. Maintenant, c'est plein de couches de déchets. Ordinateurs, débris de verre, etc. Il y a certains endroits où vous sentez que ça tangue. Il y a de l'eau. Tu comprends? On ne peut pas marcher ici. Si tu viens ici, tu peux être enseveli jusqu'au nez. Même avec l'aide de 2 personnes, tu ne pourras pas sortir. Dans la bouche, un goût de plastique brûlé donne la nausée. Dans le ciel, les particules noires de carbone recouvrent tout sur leur passage. La faute à ce que l'on appelle ici le four. Tu vois, ça c'est un réfrigérateur. On va l'utiliser pour brûler des câbles. On va récupérer la tôle, le fer. À l'intérieur de tout ça, il y a le cuivre. C'est pour ça qu'on les brûle. Les fumées toxiques qui se dégagent de la zone contaminent toute la ville. Hommes, troupeaux, étals de marché, à des kilomètres à la ronde. Un mal invisible qui tue la population à petit feu, de génération en génération. D'un documentaire sur Arte et qui, en l'occurrence, présentait à Accra une décharge de vraiment déchets qui comportait pas mal de sujets électroniques et aussi des questions, pas mal d'ordinateurs, enfin, pas mal de ces déchets qui comportent du cuivre et où sur cette décharge, il y a beaucoup de jeunes, d'enfants qui ont de très graves problèmes de santé et voire qui meurent très jeunes compte tenu des pollutions liées à ce travail de recyclage ou de récupération de ces déchets pour des montants de surcroît très dérisoires. Voilà. Et donc, quand on parle du numérique, on peut voir ça comme image sur Arte, mais en même temps, on peut voir ça. Donc ça, cette courbe, c'est une courbe très intéressante qui montre l'évolution au cours du temps. Donc vous voyez de 2015 à 2021 de la consommation d'énergie liée à l'utilisation des data centers et puis du trafic interne. Je vais parler que de l'utilisation de l'énergie utilisée par les data centers. Dans mon exposé, je vais essayer de vous montrer que nous dit cette courbe et qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette courbe et qu'est-ce qu'on ne peut pas voir. Alors déjà, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que effectivement, les data centers, ils ont une consommation énergétique qui n'augmente pas, bien que, comme vous pouvez le voir, le trafic Internet, il a beaucoup augmenté depuis 2015. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à d'énormes progrès technologiques qui ont été réalisés par les opérateurs, par les fabricants de systèmes de climatisation, par les urbanistes des data centers, par les fabricants des serveurs. Et c'est des progrès qu'il faut noter. Mais c'est des progrès qui ne vont pas être éternels. On a fait, à mon avis, l'essentiel des progrès qu'on pouvait faire facilement. Probablement qu'à partir dans pas très longtemps, cette courbe va re-augmenter avec l'augmentation du trafic et de l'usage des data centers. Par contre, ce qu'on ne voit pas,
quand on regarde une courbe comme ça, c'est toutes les autres phases du cycle de vie des équipements électriques, électroniques, des routeurs, des serveurs, etc. Tout ce qui comporte tout ce qui est utilisé dans le cadre du numérique. Donc, notamment tout ce qui est fin de vie des équipements, vous avez vu un bout du reportage, tout ce qui est extraction des métaux, tout ce qui est transport des équipements. Et ce qu'on ne voit pas non plus, c'est l'ensemble des indicateurs environnementaux, parce que ce dont on vous parle très souvent quand on vous parle du numérique et des impacts du numérique, c'est de l'énergie. Parfois, on vous parle aussi des gaz à effet de serre générés par le numérique, mais on ne vous parle que très rarement, parce que c'est compliqué, de tous les autres impacts que sont la consommation d'eau, tous les problèmes d'écotoxicité, de toxicité humaine, les problèmes de déplétion des métaux, etc., etc. Et pour pouvoir parler de tout ça, en fait, il faut réaliser des analyses de cycle de vie et aller un peu plus loin que ce qu'on a eu tendance à faire jusqu'à il y a quelques années, que simplement regarder les gaz à effet de serre et la quantité d'énergie. Alors, je vais faire un petit peu de focus sur les métaux et puis sur le recyclage. Sur le métaux, ce que je voudrais dire, c'est que plus les technologies avancent, là vous voyez sur ce graphique, et plus on utilise de métaux différents pour une technologie. Aujourd'hui, on utilise quasiment tous les métaux qui existent, en tout cas une énorme partie des métaux qui existent pour fabriquer les nouvelles technos, que ça soit du numérique ou que ça soit les technologies utilisées dans le cadre des énergies renouvelables. C'est quoi le problème avec les métaux? C'est que les métaux, comme vous le savez, ils sont dans la croûte terrestre. Alors, on en trouve certes dans les planètes et dans les astéroïdes, mais là, l'énergie qu'il faudrait pour aller les chercher, elle est colossale. Donc, ce à quoi on peut accéder aujourd'hui, c'est les métaux qui sont dans la croûte terrestre. Mais comme vous le voyez sur cette courbe, les métaux, ils ne sont pas distribués de façon uniforme dans la croûte terrestre. Il y en a beaucoup en très faible concentration, et puis il n'y en a pas beaucoup en très forte concentration. Évidemment, on a commencé par aller chercher ceux en très forte concentration, et aujourd'hui, on s'achemine tout doucement vers des minerais qui sont en très faible concentration. Ça pose quoi, ça, comme problème? Ça pose essentiellement deux problèmes. Un problème d'augmentation des besoins d'eau douce par rapport aux techniques utilisées pour raffiner ces métaux. Et puis, ça pose un problème d'énergie parce que, en fait, avec la diminution de concentration des métaux, même si on a su, alors je vais aller très vite sur cette courbe qui mériterait que j'y passe un quart d'heure, mais même si on a su au cours des années, grâce à des progrès technologiques, réduire la quantité d'énergie nécessaire pour extraire, là par exemple dans cette courbe, 1 kg de cuivre, en fait, on est un peu à un point d'inflexion aujourd'hui, un peu à un pic, l'équivalent du pic de pétrole, qui fait que comme on n'est pas loin de la limite physique, la limite thermodynamique, eh bien, à partir de maintenant, ou disons dans pas longtemps, plus on va aller vers des mines faiblement concentrées et plus on aura besoin d'énergie et ça va augmenter exponentiellement. Donc, on va être très vite confronté à des vrais problèmes de métaux et d'énergie nécessaire pour extraire ces métaux. Alors, vous allez me dire, est-ce que l'économie circulaire, ça ne va pas résoudre les problèmes? Alors, une chose par rapport à ça, les métaux, il faut bien réaliser que la croissance de la demande en métaux, elle est exponentielle depuis 1950 pour les métaux classiques que sont l'aluminium, le cuivre. Pour les métaux rares et spécifiques, c'est un peu plus récent. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance est exponentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mettons, il y a 30 ans, vous aviez besoin de ça. Il y a 20 ans, vous aviez besoin de ça. Il y a 10 ans, vous aviez besoin de ça. Aujourd'hui, vous avez besoin de toute cette quantité-là de cuivre pour fabriquer vos objets. Alors, quand vous allez aller chercher vos mines urbaines ou vos mines de déchets pour compléter ces besoins, ça va vous faire que cette quantité déjà, vous voyez, parce que c'est en croissance tout le temps et qu'on va chercher des mines urbaines qui correspondent à des objets qui ont été fabriqués il y a longtemps. Et comme en plus on n'est pas super bon en recyclage, ben en fait on n'a que le petit cube là, ce qui fait qu'on est vraiment confronté à un problème qui est que l'économie circulaire dans une économie en croissance, juste, ça ne fonctionne pas. Alors, la question qui vient, c'est déjà, pourquoi est-ce qu'on est si mauvais en recyclage? Eh bien, la première raison pour laquelle on est mauvais en recyclage, c'est qu'on collecte mal. En fait, dans le monde, on collecte guère plus que 20% des déchets électriques et électroniques
pour l'envoyer dans la bonne filière, c'est-à-dire qu'il va récupérer les matériaux dans l'état de l'art du respect de l'environnement, c'est-à-dire pas ce qu'on a vu tout à l'heure. En France, on est guère mieux, hein, on est un peu mieux quand même, on est autour de 50%, un peu plus que 50%, mais vous voyez que ce n'est pas très brillant. Il y a beaucoup de déchets d'équipements électriques et électroniques qui se retrouvent ailleurs que dans la bonne filière, et donc là, il y a d'énormes progrès à faire. Parce que, comme vous l'avez vu, il y a une partie des déchets, malheureusement. Alors, il y a ceux qui vont dans la ferraille, dans les déchets ménagers, dans les tiroirs. Alors, ceux-là, je dirais, c'est un problème parce qu'on récupère moins de métaux que ce qu'on devrait récupérer. Mais n'empêche qu'il y en a quand même une partie non négligeable qui part, pas forcément dans le site que vous avez vu, mais dans des sites similaires. Et ça pose quoi comme problème? Tous ces exports de métaux ailleurs, eh ben, on perd des métaux et vous avez vu qu'on ne devrait pas parce qu'on va arriver aux limites des ressources de la planète, mais en plus on pollue les sols, l'air, l'eau, etc. Et ça pose des graves problèmes pour la santé. Alors ça, c'est les problèmes environnementaux classiques. Alors je n'ai pas cité les gaz à effet de serre parce que tout le monde en parle tout le temps, mais peut-être en un mot, les gaz à effet de serre liés au numérique, c'est de l'ordre de 3-4% de l'ensemble des gaz à effet de serre en croissance de 8 à 9% par an, ce qui est énorme par rapport aux autres secteurs, alors qu'on devrait diminuer. Et donc ça, c'était les impacts directs du numérique que je vous ai cités. Il faut bien avoir en tête que cette technologie-là, toutes ces technologies-là, le déploiement de ces technologies, ça a des impacts aussi sur la santé et sur le plan social, loin de chez nous, puisque il y a ce genre de situation que vous avez vu dans le petit documentaire, l'extrait de documentaire que je vous ai montré au début. Il y a des situations problématiques, notamment en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, pour l'accès à l'eau, justement par rapport aux mines. Vous voyez, par exemple, sur la petite carte, là, sont dessinés tous les endroits où il y a des conflits. Les conflits liés à l'eau, c'est quoi? C'est des agriculteurs, des industriels d'autres industries, de la population et des miniers qui se disputent les accès à l'eau potable. Alors évidemment, tous ces métaux, ce n'est pas fait pour mettre dans nos téléphones et dans nos ordinateurs. Il y en a une part évidemment qui part ailleurs, mais pour certains métaux, l'essentiel de la production, il est quand même dédié au numérique, comme par exemple pour le tantal ou pour l'indium, ce genre de métaux, c'est quand même dédié à ça. Et puis, autre type de problèmes sociaux, et ben, les conflits armés. Donc, vous avez certainement entendu parler des conflits armés en République démocratique du Congo, liés à l'exploitation, alors pas que, mais notamment renforcés par l'exploitation des mines de tantal. Le tantal qui a été subitement, subitement il y a quelques années quand même maintenant, avec l'avènement des smartphones très plats, une denrée extrêmement demandée par les Samsung et autres Apple pour fabriquer des condensateurs avec des propriétés qui permettaient de faire des téléphones très plats. Donc vous voyez, il y a des phénomènes de mode comme ça qui tout d'un coup génèrent une demande importante sur un métal, par exemple. Donc en ce moment, par exemple, c'est le lithium pour faire les batteries. Il y a eu le tantal et à chaque fois, ça génère des problèmes quand même importants dans des mines. Donc vous savez qu'on n'en a pas trop chez nous, hein, on n'en parle pas trop avec nos voisins. Ça, c'est un problème qu'on ne voit pas, mais qui est quand même très présent dans le reste du monde, évidemment, dans des régions qui sont des régions plutôt en voie de développement. Alors ça, c'est là-bas. Et puis chez nous, il ne faut pas se leurrer. L'excès d'usage du numérique, ça pose aussi des sacrés problèmes qui commencent à se voir. Donc, pour n'en citer que quelques-uns, donc l'explosion de la prévalence de la myopie, qui est pas directement due à l'écran lui-même en tant que écran qui diffuse des images, mais qui est due au fait que les enfants ont devant leurs yeux petits, au moment où leurs yeux se développent, un obstacle qui les empêche de voir loin. Et du coup, ça génère ces problèmes de myopie. Donc là, c'est tellement important que les ophtalmos, ils parlent même d'épidémie autour de ce problème-là.
Il y a tous les problèmes de sommeil dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui représentent une vraie problématique. Évidemment, les troubles musculo-squelettiques, et puis tout ce qui est addiction. Alors, l'addiction, elle n'est pas directement liée à l'écran en tant que support d'image, mais les addictions, elles sont liées à la façon dont les applications sont déployées et dans la façon dont les personnes sont captées, avec toute d'ailleurs cette économie de la captation sur leurs applications. Alors, d'autres choses qu'on ne voit pas quand on regarde la petite courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est les effets indirects du numérique et les effets rebonds. Alors, je vais vous expliquer très rapidement les effets rebonds et puis après, je vous expliquerai très rapidement d'autres effets indirects et puis après, je conclurai. Alors, un exemple d'effet rebond. Alors, les effets rebonds, c'est quoi? C'est des effets qui sont liés à l'augmentation de l'efficacité de quelque chose. Quand vous augmentez l'efficacité d'un processus de n'importe quoi, que ce soit une augmentation d'efficacité par rapport à du CO2, par rapport à de l'argent, par rapport à du temps, par rapport à de la consommation d'essence, n'importe quoi, eh bien, ça va créer un espace, du coup, un vide, parce que pour la même chose, vous allez consommer moins et donc vous allez avoir une possibilité d'avoir du temps de plus, de l'argent de plus, de l'essence de plus, etc. Eh bien, ce qui se passe avec notre modèle économique, enfin depuis quand même déjà maintenant, depuis l'avènement de ce modèle économique dominant, c'est que cet espace-là, il ne reste jamais vide. Nous, on voudrait bien que cet espace-là, eh bien, il serve à l'environnement et que du coup, il ne soit pas préempté par d'autres choses. Mais en fait, avec un système économique qui a une croissance obligatoire, eh bien, c'est tout de suite rempli par autre chose. Et c'est ce qui se passe dans tout. Quand vous regardez même Blablacar, qui a l'air d'être un truc génial, en fait, parce qu'effectivement, on met 2 personnes par voiture, etc., ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ça leur coûte moins cher de voyager, du coup, ils voyagent plus. Donc, paf, premier effet rebond indirect. Et puis, effet rebond indirect, s'ils ne voyagent pas plus, ils ont plus d'argent et donc ils vont le dépenser à autre chose. Et d'ailleurs, dans cet exemple-là, ce qu'on vous montre aussi, c'est qu'il y a aussi un effet de substitution qui n'est pas négligeable, c'est que les personnes, comme ça leur coûte moins cher, en plus, elles vont prendre la voiture à la place de prendre le train. Or, on sait que le train, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que la voiture. Donc, en fait, ce n'est pas excellent. Et en fait, on a beaucoup moins de gains que ce qu'on pense par rapport à Blablacar, qui est une belle illustration des effets rebonds. Et on pourrait parler des belles illustrations de l'effet rebond avec la 5G, mais on parlera peut-être ça dans les questions. Alors, ce qu'on ne voit pas non plus dans cette fameuse courbe-là qui a l'air trop gentille et où on se dit « Ah, mais génial, on arrive à garder la même consommation d'électricité avec un trafic qui augmente », ben, c'est tous les effets indirects. Alors, pour vous expliquer les effets indirects, j'ai décidé de prendre le télétravail parce qu'on est en plein dedans, donc c'est une bonne illustration. Alors, le télétravail, on se dit « Ah, ben, c'est génial le télétravail, quand même, grâce au télétravail, on émet moins de gaz à effet de serre. » Et puis, c'est vrai, d'ailleurs, pendant le confinement, ça a fait quand même beaucoup moins de gaz à effet de serre. Il n'y avait pas que le télétravail, mais ça a fait quand même une grosse différence. Là, pendant le premier confinement, on a fait du moins 8% en gaz à effet de serre, donc c'est énorme. Et puis en plus, on se dit, s'il y a moins de gens qui se déplacent, il y a moins de bouchons, donc en plus, on consomme moins. Et puis en plus, on a moins besoin de chauffer le bureau, etc. Donc comme ça, a priori, l'intuition, elle dit, mais c'est plutôt positif. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous avez besoin de télétravailler, vous allez avoir besoin d'équipements supplémentaires à la maison. Et puis là, on a vu l'explosion des achats d'équipements numériques pour la maison, et qui veut un écran de 34 pouces, et puis une imprimante en plus, et puis un ordinateur un peu plus gros, et tout ça. Donc, OK, il y a ça en plus. Et puis, il y a d'autres effets indirects auxquels on pense moins. C'est par exemple que les déplacements, par exemple pour aller acheter du pain, pour emmener les enfants à l'école, qu'avant vous faisiez en allant travailler, ben là maintenant vous allez les faire exprès. Donc de toute façon, ça ne va pas annuler complètement les déplacements. La maison, vous allez devoir la chauffer, alors qu'avant, quand vous partiez toute la journée, vous ne chauffiez pas la maison. Si vous devez acheter une nouvelle maison, et dans cette perspective que peut-être il va y avoir un 3e, 4e, 5e confinement, et ben, vous allez vous dire, ah ben non, mais là, ce coup-ci, fini de travailler sur la table de la cuisine, là, il me faut un bureau. Et donc, vous allez acheter une maison un peu plus grande.
Et donc tout ça, ça coûte des gaz à effet de serre. Et tout ça, ça constitue des effets indirects qu'on ne voit pas, dont on n'a pas l'intuition a priori, mais qu'il faut comptabiliser, parce que sinon on voit que la moitié des choses. Et puis, pour finir sur ces effets indirects et avec une vision un peu plus systémique, il faut bien réaliser aujourd'hui que moi, je ne suis pas opposée au numérique. Hein, je ne suis pas là. Moi, je suis ingénieur en informatique, donc ça me plaît quand même le numérique. Mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, le numérique, on le met partout. Vous interrogez des étudiants, vous leur faites faire une innovation, ils pensent qu'à une chose, c'est des trucs électroniques. Ils n'arrivent plus à penser à faire une innovation qui ne soit pas basée sur de l'électronique. Donc ça, c'est un problème en soi parce que du coup, on en a de plus en plus dans tout. Et puis, il faut bien quand même voir les choses, c'est que le numérique, ça a permis quand même d'accélérer tous les flux de marchandises, de personnes, financiers, les procédés de production, l'obsolescence directe, l'obsolescence indirecte, et puis j'en passe et des meilleurs, et puis les rythmes individuels en plus de ça. Donc vous voyez, il y a énormément d'effets du numérique, ce qui fait que en réalité, pour changer, pour aller vers du mieux, eh ben, ça ne va pas être possible de juste avoir des actions individuelles. De toute façon, c'est Carbone 4 qui a fait cette étude que je vous montre là. Juste des actions individuelles, genre acheter d'occasion, garder ses équipements plus longtemps, mieux covoiturer, arrêter l'avion, nana. Ça va permettre de réduire que de à peu près un quart de ce qu'il vaudrait réduire de nos gaz à effet de serre. Donc, ça ne suffit largement pas. Il faut des changements beaucoup plus systémiques. Et je vous montre quand même cette courbe pour vous donner un petit coup de motivation là, pour vous dire que non, mais là, c'est fini. Là, il faut bouger. Parce que là, si on ne bouge pas, là, et ben on va se retrouver avec du plus 7, 6, du plus 7 degrés en moyenne à la surface de la Terre. Ça veut dire 6 milliards de morts. Hein, ça. Il faut réaliser que si on faisait, ne serait-ce, ce qui n'est pas commencé à faire, que les engagements qu'on a pris au moment de la COP 21, il y a des scientifiques qui ont recalculé qu'est-ce que ça donnerait comme augmentation à la surface de la Terre et ça ferait 3,6 degrés, vous voyez, donc on n'est pas bon, on n'est pas bon. Là, il faut mettre les mains dans le cambouis, puis il faut bouger. Et vous voyez, si on avait commencé à bouger en 2016, eh ben, il aurait fallu réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 3% par an jusqu'en 2050. Mais comme on n'a même pas commencé là, et on se dit qu'il faut commencer en 2020, ben, il faut réduire de 7% par an, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on a eu avec le premier confinement. Vous voyez que c'est difficile, ce n'est pas un truc qui se fait à la marge. Vous voyez que ce n'est pas un truc qui peut se faire juste en augmentant la durée de vie des équipements. Du coup, après mon speech à toute vitesse là, parce que je voulais laisser un peu de temps pour les questions et puis pour les autres intervenants, du coup, je conclus. Du coup, que conclure d'ailleurs? Parce que là, je vous ai bien envoyé plein de mauvaises nouvelles. Donc, je vais prendre une respiration. Alors, la première conclusion, pour moi, c'est qu'il faut arrêter de mettre du numérique dans tout. Voir ça, ce numérique, comme vraiment des objets, c'est magnifique comme objet. Franchement, un smartphone, c'est un pur bijou c'est un bijou technologique. Donc arrêtons de gaspiller ces objets-là et essayons de penser une juste place pour le numérique. Et puis sortir du solutionnisme en silo. C'est quoi le solutionnisme en silo? C'est qu'on a un problème A, même si A est dans un immense ensemble grand A, on va essayer juste grand B, on va juste essayer de résoudre notre petit A, mais ça ne marche pas, ça ne marche plus, ça suffit largement pas. Donc, du coup, pour arrêter de faire ça, il faut développer collectivement nos capacités de vision élargie, laisser émerger tous les impensés qui sont autour de nous, tous les tabous, toutes les croyances. Par exemple, vous voyez, genre allant de soi, là, qu'on entend souvent d'ailleurs de la part du gouvernement, c'est l'accouplement, comme on dit, de la transition numérique avec la transition écologique, ou l'accouplement de numérique et responsable. Franchement, en quoi est-ce que le numérique est responsable? Le numérique n'est pas responsable, le numérique ne peut pas être responsable. Et donc, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui sont mises ensemble, pour moi, c'est très mauvais, parce que ça met dans la tête des gens que c'est possible de s'en tenir là, mais c'est pas possible de s'en tenir là.
Il faut qu'on apprenne à penser ensemble le monde de demain et qu'on apprenne à débattre. Il faut qu'on apprenne à tenir compte des avis des comités consultatifs, petit clin d'œil. Et il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et pas juste obéir à des espèces d'injonctions, des espèces de prophéties autoréalisatrices de la loi de Moore et que sais-je. En tout cas, bougeons-nous aujourd'hui, parce que demain, ça sera trop tard. Je vous donne 5 bouquins, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont de styles très très différents, vous voyez, ça va d'un bouquin plutôt technique à plutôt de la philo, à un conte. Momo, là, c'est un conte pour enfants et adultes que je trouve génial. Et voilà, c'est ma conclusion de la conclusion. Merci beaucoup, Françoise. Pour Françoise. le rythme un peu soutenu. Non, merci infiniment pour ces éléments et pour cette dynamique que vous nous faites passer là. Je voulais donc maintenant, sans transition, passer la parole à Françoise Thérin. Vous avez été interpellée là, Françoise Thérin. On nous dit le numérique n'est pas responsable, le numérique ne peut pas être responsable. Alors peut-être, pourquoi pas, mais vous, qu'en pensez-vous? Et surtout en tant qu'entreprise actrice dans ce domaine, est-ce que l'entreprise peut être responsable sur ces sujets du numérique? Je vous laisse la parole et nous donner votre point de vue. Vous avez peut-être un quart d'heure, 20 minutes et ensuite je prendrai les questions des participants pas de problème, et avec Hilaire, on regardera ce qu'il y a dans la conversation. Posez vos questions par écrit dans la conversation, on les prendra juste après l'intervention de François. Merci. Alors c'est sûr, ça interpelle. Si ça interpellait pas, on aurait un vrai problème. Ça, c'est certain. Là où je rejoins Françoise Berthoud, c'est que il y a beaucoup de choses à faire et il faut tous les faire. Nous, on va dire en tant qu'entreprise et en tant qu'industriel, on va regarder exactement quels sont les enjeux pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire et justement, on ne peut pas être en silo exactement parce que ça ne doit pas être que vers nous, sur notre propre politique. C'est aussi, on a des clients, on a des utilisateurs et c'est avec eux qu'il faut faire ça. Et donc, en fait, je rejoins quand même un petit peu l'introduction. Il y a des choses qui ont été faites qui ne seront pas si mal. Donc, on peut peut-être bâtir là-dessus et après continuer. Donc, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Normalement, ça devrait marcher. Alors, je vais mettre en mode diapo. Hop. Si je vais bouger ça, pardon. Alors, attendez, je vais arrêter de partager et repartager parce que j'ai un petit souci. Il n'est pas en mode diapo. Et la barre Zoom m'empêche de le mettre. On va repartager l'écran. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça va être mieux. Et donc, en fait, bon, tout ce qui est l'impact du numérique, c'est pas nouveau quand même. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on regarde. Il y avait déjà des articles il y a 20 ans au moment de l'Internet, comme quoi, effectivement, l'impact des data centers, des réseaux pourrait, à un moment, être quasiment la moitié de la consommation électrique. Et là où peut-être, effectivement, l'erreur a été initialement, c'est que de vraiment se focaliser sur la partie énergie et gaz à effet de serre. Ce qu'on a fait, le résultat n'est pas si mal, c'est ce qui a été montré sur la partie énergétique. Il y a des raisons d'espérer quand même, et c'est sur ce graphe qui vient de l'énergie, de l'Agence internationale de l'énergie, qui remonte en fait à 2010, en fait, sur les centres de données. Ça a été plutôt plat en termes d'énergie depuis 2010. Et là, une des raisons majeures, c'est l'efficacité des matériels, mais aussi l'utilisation de solutions virtualisées. C'est un peu comme quand vous prenez le bus ou le train par rapport à prendre la voiture individuelle. Et on le voit sur le graphe de droite où les fournisseurs de cloud ont grossi. Donc, vous voyez des gros data centers qui sont parfois décrits comme les usines polluantes du XXe siècle.
il remplace quand même beaucoup de petits data centers qui étaient moins efficaces. Et donc, là, il y a un vrai gain d'efficacité énergétique là-dessus. Donc, il y a quand même des raisons d'avoir un petit peu d'espoir là-dessus. Mais par contre, vous voyez bien que si on extrapole, à un moment, tout ça, ça va s'arrêter et même la consommation d'énergie va continuer potentiellement d'augmenter. Donc, sur la partie énergétique, il y a aussi un sujet quand même. Il y a des matériaux, il y a des autres sujets également, mais sur la partie énergétique, il va y avoir un sujet à partir de 2022-2023, ça c'est évident. Alors là, c'est un slide un petit peu compliqué. En haut à gauche, en fait, vous voyez une étude qui a été faite par un laboratoire en Californie qui montre grosso modo comment les gains d'efficacité énergétique sur la partie de calcul ou de stockage des données a évolué, ou même d'efficacité des centres de données sur les 10 années qui viennent de se passer. Effectivement, on a quand même une belle efficacité énergétique. Et nous, en fait, on ne réfléchit pas seulement en termes d'énergie, mais aussi de plus en plus en termes d'eau et de partie carbone. Sur l'utilisation de l'eau, par exemple, on va regarder combien d'eau il nous faut pour refroidir un serveur. Et actuellement, nous, chez OVH Cloud, on utilise le refroidissement à l'eau. Ça nous permet en fait, avec un circuit fermé, de consommer assez peu d'eau par rapport à la moyenne de l'industrie. C'est toujours trop, mais quand même, c'est une métrique qu'on suit de plus en plus. Alors en Europe, pour l'instant, c'est pas encore si critique que ça, mais ça devient critique déjà, on le voit dans certaines parties du monde, en Arizona, en Californie, etc. Il y a déjà des restrictions d'eau et il va y en avoir bientôt en Europe aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'efficacité d'utilisation d'eau. Et on a principalement une centre de données en Canada et en France, donc au Canada, au Québec, avec une intensité carbone qu'on exprime en grammes de CO2 carbone par kilowattheure qui est largement inférieure à la moyenne historique. Et donc ça déjà, c'est des choses qu'on peut faire, c'est regarder les bonnes localisations, regarder l'eau. Voilà, donc ça c'est la partie où on a des métriques plus intéressantes. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, alors même si l'économie circulaire ne va pas suffire, il faut la faire quand même. Et on l'a fait depuis très longtemps, et pas pour des raisons écologiques. Je vais être franc au départ, c'est pour des raisons économiques. On est une entreprise de taille moyenne qui était une start-up qui fournit des services d'infrastructure dans les centres de données, hein, principalement à des clients entreprises. Et donc, on a surtout regardé la rentabilité de nos matériels. Et en fait, utiliser un matériel longtemps, ça permet quand même de générer une meilleure rentabilité du matériel. C'est un peu comme vous avec au téléphone. Plus vous les gardez longtemps, mieux c'est. Et en fait, parfois, vous n'avez pas forcément besoin du dernier serveur dernier cri. Nous, 100% de nos serveurs reviennent et on va les remettre en service en occasion, en deuxième et troisième vie, ce qui fait que pour 10 € par mois, vous pouvez avoir un serveur qui a peut-être la technologie d'il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans même, mais qui pour beaucoup d'applications suffisent en fait, hein. C'est ça qu'on voit. Et ça marche plutôt bien. En gros, on a ce cycle de vie avec les deuxièmes vies, les troisièmes vies qu'on a industrialisé depuis plus de 10 ans. Il faut savoir aussi qu'on réutilise la majorité des bâtiments industriels. On ne construit pas des nouveaux bâtiments pour nos centres de données. Donc, on essaye à notre modeste taille de faire avancer un peu le schmilblick et notre technologie qu'on utilise pour refroidir les serveurs, qui est le refroidissement à l'eau, nous permet de s'affranchir complètement de la climatisation dans les centres de données, ce qui est meilleur en termes d'utilisation d'électricité, mais aussi meilleur en termes d'émissions carbone de la construction des centres de données. Donc, quelque part, le fait qu'on ait été un peu focalisé sur la frugalité et l'efficacité de nos solutions nous a permis quand même d'être assez vertueux en termes d'utilisation et d'émissions carbone. Alors là, je passe à notre carbon footprint. En fait, l'histoire de mesurer et vraiment de regarder tout l'ensemble du système, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible aussi. Et là, je peux que rejoindre Françoise Berthoud sur le fait que, en fait, au terme de la mesure et en termes de la connaissance de l'impact complet,
il y a encore beaucoup à faire. Et il faut commencer par ça, parce que si on ne sait pas ce qu'on mesure, on ne peut pas optimiser, on ne peut même pas savoir ce qu'on va faire. Et en fait, ça paraît simple, mais quand on regarde, pour ceux qui sont un peu familiers avec la comptabilité carbone, hein, il y a 3 scopes, 1, 2, 3. Nous, on prend aussi le scope 3, ce qui n'est pas beaucoup le cas de fournisseurs de cloud. Le scope 3, c'est aussi notre impact sur la construction de nos serveurs. Alors, il faut savoir que nous, on assemble nous-mêmes nos serveurs dans le nord de la France. Hein. On achète des composants, on ne les fabrique pas encore nous-mêmes, on n'a pas la taille pour le faire. On achète nos composants et on va les assembler nous-mêmes en usine dans le nord de la France, près de Lille. Et en fait, ce qu'on voit avec la méthode qu'on a pris, on a à peu près un bilan carbone de 100 000 tonnes l'année dernière. La majorité, c'est le scope 3. Et c'est quand on regarde de plus en plus les études sur tout ce qui est numérique, c'est effectivement le scope 3 qu'il faut regarder de plus en plus. C'est vrai qu'on a eu tendance à regarder majoritairement le scope 1 et le scope 2 pour commencer, et maintenant il faut s'attaquer au scope 3. Et quand je prends le détail, hein, je vous montre ici, nous, nos serveurs représentent presque la moitié de nos émissions, à 50 000 tonnes par an. Et en fait, j'avoue que je ne suis même pas très à l'aise avec ce chiffre parce que c'est une moyenne avec une recommandation de l'ADEME, hein, qui est l'Agence de la transition écologique. Mais franchement, il y a encore énormément de progrès à faire sur les données fournisseurs. Et là, nous, on va pousser de plus en plus avec nos fournisseurs pour bien connaître tous les métaux qui sont dedans, mais aussi la partie carbone. Ce que je voulais aussi dire, c'est que on récupère 100% de nos composants et on les valorise, on les teste et on réutilise quand même une grande partie de nos composants pour refaire des nouveaux serveurs d'occasion, comme j'ai dit. Et ça, c'est une tendance qui va continuer. Et on voit de plus en plus la réutilisation de serveurs arriver sur le monde des data centers et un peu partout. Juste pour conclure 2 choses, en fait, puis après, le plus intéressant, c'est vos questions et comprendre. Nous, il y a beaucoup d'enjeux sociétaux. Alors, ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, on va dire, en tant que fournisseur vraiment d'infrastructures, c'est continuer dans cet aspect efficacité, forcément. Alors, c'est vrai que j'entends l'argument, ça suffira pas, mais il faut la faire quand même et on va continuer et on veut toujours aller chercher plus d'innovation parce que c'est un peu dans notre moto. Et d'ailleurs, surtout avec cette audience, je sais que vous êtes motivé par rechercher des nouvelles solutions. Donc, on compte sur vous d'ailleurs pour trouver des nouvelles solutions. Nous, on a pas mal de doctorants chez nous aussi qui regardent des nouvelles solutions de refroidissement, par exemple. Et on va continuer ça. Et ça, il n'y a pas de sujet. Et il faut. L'utilisation d'énergie renouvelable, c'est important aussi, notamment dans les pays, par exemple, on est en Pologne, où on voit bien que c'est majoritairement basé sur le charbon. Si nous, on peut faire des projets où on va utiliser de l'énergie renouvelable pour décarboner l'électricité de ces pays, on va vraiment le faire et on a un objectif d'être 100% renouvelable avant 2025. Sur la partie supply chain, c'est ce que je disais, vraiment regarder la partie logistique aussi, hein, pas utiliser d'avion pour transporter les équipements. Et aller de plus en plus loin avec nos fournisseurs sur l'aspect. Alors, on a déjà un code of conduct, sur un code de conduite sur le travail, sur les enjeux sociétaux, mais il faut aller beaucoup plus loin sur la partie émissions carbone et les matériaux rares. Sur la partie économie circulaire, donc sur la revente, par exemple, d'équipements usagés, là, on va lancer en janvier un nouveau code de conduite dans la sélection des personnes de la filière, en fait, et ça, c'est important. Et aussi un programme agressif pour limiter nos déchets le plus possible. Bien sûr, tout ce qui nous reste, après, il faut aussi s'engager sur des programmes de réduction carbone et de neutralité carbone, mais l'idée n'est pas de faire un chèque pour avoir le titre carbone neutral, c'est vraiment d'aller chercher des solutions après réduction. Et la dernière chose que je voulais parler, ça c'est vraiment à partir de nous, c'est la partie vraiment comment on va engager nos clients et comment on va aller plus loin.
il y a une chose un partenariat, mais c'est juste là, je conclurai là-dessus. C'est un partenariat qu'on est en train de faire avec l'INRIA pour mieux mesurer l'impact du code, en fait, l'efficacité du code. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez, on sait plutôt bien mesurer la consommation du hardware, enfin des serveurs, des choses physiques. Mais grosso modo, qui sait dire quand on fait de la virtualisation, quelle est la consommation énergétique et l'impact des couches logicielles? Qui sait dire, alors pour ceux qui connaissent un peu la techno, par exemple les containers, les solutions Kubernetes, quelles sont la consommation électrique d'instances de ce genre? Et en fait, on s'est rendu compte que, excusez-moi, l'INRIA bossait dessus et réussissait à expliquer un petit peu plus, ben voilà, qu'est-ce que ça peut être comme consommation. Quand on a un serveur où il y a 100 clients dessus, quel est le bon client et le mauvais client, entre guillemets. Et donc, on a signé un engagement avec eux. On pense pouvoir exposer les premières mesures et donner l'information à l'été prochain. Et c'est vraiment et c'est là où on pense qu'il y a quand même pas mal d'efficacité possible. Donc ça, c'était vraiment mon propos liminaire, mais je pense que le mieux aussi, c'est de prendre vos questions. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec le fait que la mesure doit aller plus loin. C'est des enjeux sociétaux et nous, en tant que humble fournisseur d'infrastructures, c'est pas forcément. On peut informer, on peut donner des solutions, d'innovation. Après, c'est des enjeux qui doivent être regardés tous ensemble. Merci, merci mille fois François, c'était extrêmement intéressant et limpide, avec ces soucis aussi de présentation de ce que peut faire une entreprise comme la vôtre et ce qu'elle ne sait pas faire ou ne peut pas faire encore. Moi, je voudrais passer la parole peut-être qu'un instant à Hilaire Foilard, qui est notre jeune étudiant en troisième année à l'école d'ingénieurs Télécom Paris. Et Hilaire, ces deux exposés, que t'ont-ils inspiré ou que voudrais-tu poser comme question? Alors, déjà pour revenir, je comptais vous remercier, donc Françoise et donc vous aussi, Monsieur François Sterrin. Voilà, j'ai trouvé que l'exposé sur les questions environnementales était très complet et il n'oubliait pas les problèmes de minerais. Il prenait vraiment le problème dans son ensemble et c'était une très bonne chose. Et c'était très intéressant de voir un peu toutes les solutions proposées par Monsieur Sterrin. Avant de poser quelques questions, je voulais juste quand même revenir un peu sur les tendances actuelles donc dans le monde du numérique. C'est donc c'est un secteur qui représente 4% des émissions mondiales de CO2, qui croît donc en émissions de 9% par an. Et quand on regarde l'usage dans le flux Internet, c'est 60% de vidéos en ligne, l'énergie consommée. Il n'y a que 20% qui est l'usage hors vidéo. Et dans les 60% de vidéos en ligne, c'est 21% des tubes, 34% de la VOD, donc Netflix, et 27% de la pornographie. Donc la question que je voulais poser tout d'abord, c'était à vous, Monsieur Sterrin. Voilà, sachant que le GIEC demande de diviser par 2 les émissions d'ici 2030 et d'être en neutralité en 2050 si on ne veut pas dépasser les 2 degrés. Comment faites-vous pour empêcher l'effet rebond donc dans votre entreprise pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, avec l'amélioration de vos performances, une démultiplication des consommations numériques? Alors, si je comprends bien la question, en fait, nous, en fait, on va justement essayer d'optimiser notre impact. Après, effectivement, il faut donner l'information. On n'héberge pas ces plateformes dont la partie Netflix et YouTube. Je pense que ce qu'on peut au jour d'aujourd'hui faire, c'est dire quel est l'impact en termes d'infrastructure. Après, sur ces choses-là, honnêtement, c'est plus une question au niveau aussi où il faut inclure les réseaux, et notamment les réseaux mobiles, et aussi les devices à la fin. Sur quel device les gens regardent.
Donc moi, je n'ai pas la prétention de dire est-ce que c'est bien de regarder Netflix, est-ce que c'est bien de regarder YouTube, est-ce que c'est bien de regarder les autres vidéos dont vous avez parlé. C'est plus donner vraiment une clé de lecture pour les utilisateurs finaux, et on est encore loin du compte, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, honnêtement, moi je suis un peu observateur aussi du débat scientifique, parce que ça, il n'y a pas encore un accord total, notamment sur l'impact des vidéos. Moi, j'ai lu plusieurs rapports avec différentes. Ça, je pense que ça vient du Shift Project. Mais j'aimerais aussi qu'on finisse ce débat. Et c'est bien, hein, j'ai vu beaucoup de discussions entre notamment l'IEA et le Shift Project là-dessus. Voilà. Donc, je vais peut-être continuer à vous poser une ou deux questions que je vois dans le chat, ouais, et je reviendrai ensuite à Françoise. Pour vous, François, on vous demande 100% renouvelable somme comme du greenwashing. L'importance n'est-elle pas du CO2, du bas carbone plutôt, oui. Et comment OVH s'assure de ne pas tomber dans les travers de politique greenwashing en général, et ça, c'est la question notamment de la question de la sobriété numérique. En préparant cette conférence, vous me disiez que vous n'aimez pas trop cette terminologie de sobriété. Pouvez-vous nous dire un peu votre sentiment sur ces sujets? Non, en fait, sur la partie 100% renouvelable, ce qui est important, c'est l'additionnalité de ces projets par rapport au mix. Parce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, on peut être 100% renouvelable, vous et moi, en signant un papier. Donc, et moi, ça fait 4-5 ans que je travaille sur ce sujet-là. L'idée, c'est d'aller voir, OK, quel est l'impact de l'implication de l'entreprise dans le mix énergétique du pays. Alors, notamment, il y a une solution qui se développe, en laquelle moi je crois, et qui a aussi des intérêts business pour nous, qui est ce qu'on appelle les accords directs entre entreprises et producteurs renouvelables. Je citais l'exemple de la Pologne, où effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est que, par exemple, on va aller contacter un développeur, par exemple éolien, et on veut qu'il fasse un nouveau parc. Et nous, on fait un contrat à long terme qui lui permette de financer ce nouveau parc et sans forcément les subventions, etc. Et nous, le bénéfice pour une entreprise, c'est avoir un prix fixe de l'électricité sur une longue durée. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi pour nous. Donc, c'est une fois, c'est à la fois business et à la fois écologique. Et si ça. Alors, je sais qu'il y a aussi des questions sur les renouvelables, quels renouvelables, quel l'impact sur les sociétés du renouvelable. Et ça, c'est des questions qu'on prend en compte aussi dans ce genre de projet. Il faut qu'il y ait une acceptance par les communautés locales. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus d'entreprises s'y mettant, il y a quand même un peu des standards qui commencent à émerger. Je pense que le greenwashing, les gens le repèrent très vite maintenant. Il y a 10 ans, c'était plus compliqué. Effectivement, le greenwashing, c'était mettre une éolienne à l'entrée de son data center, sachant bien qu'une éolienne, ça fait 5% de son data center. Alors maintenant, on va plus sur des parcs beaucoup plus grands, par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est une des c'est la réponse. Enfin, c'est une des réponses, un des éléments de réponse sur la partie 100% renouvelable. Donc nous, on veut des projets de haute qualité, pas consommer seulement ce qui est existant, mais aller vers de l'additionnalité. Après, à terme, ça va aussi poser des questions sur l'intégration des renouvelables dans le mix énergétique, etc. Donc ça, c'est des questions qu'on regarde. Sur la partie sobriété, non, moi, c'est vrai que j'aime bien le terme de responsabilité numérique parce que à un moment, il faut faire des choix et des choix, ça se fait en termes en connaissance de cause. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on informe suffisamment les utilisateurs suffisamment bien pour qu'ils fassent des bons choix. Qu'est-ce qu'en pense Françoise? Et ensuite, je passerai de nouveau la parole à Hilaire pour qu'il vous pose une question. Mais Françoise, sur ces sujets de sobriété numérique, est-ce qu'on est dans l'utopie ou est-ce que véritablement ça serait possible? Et de quelle façon? Vous, du point de vue scientifique, qu'est-ce que vous voyez sur ces sujets?
C'est pas tellement du point de vue scientifique en fait qu'on peut voir quelque chose sur ces sujets, c'est plutôt sociétal. C'est la sobriété numérique. D'abord, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde a l'impression de comprendre ces termes-là, mais en fait, quand on commence à creuser, moi, je suis assez d'accord sur le fait que enfin, il y a un peu un effet de mode en plus autour de ça. Dès qu'on commence à creuser, on se rend compte que c'est assez vide en fait, qu'il n'y a pas grand-chose dessous. Ça voudrait dire quoi? Garder ses équipements plus longtemps. Ça voudrait dire ne pas acheter trop d'équipements. Ça voudrait dire ne pas lancer trop d'applications. En fait, on n'en sait rien. Du coup, chacun met un peu ce qu'il veut là derrière. Et du coup, je trouve que c'est pas une expression qui est très porteuse d'avenir. Cette idée de sobriété numérique. Moi, je m'excuse, je voudrais juste revenir sur deux choses, deux informations qui me semblent importantes que je n'ai pas dites et qui changent un peu la perspective des choses. Quand on s'intéresse au numérique et qu'on regarde, il y a une tendance à regarder beaucoup la question des data centers, parce que les data centers, c'est très gros et puis ça a un côté un peu loin de soi, donc c'est pas de sa faute s'il y a quelque chose qui se passe mal là. Et puis d'un autre côté, c'est un peu attractif parce qu'on a tous vu dans des films des lumières de partout, tout ça, donc on se dit c'est génial. Et c'est génial. Et puis eux, il faut qu'ils fassent des efforts, là, les équipementiers de data center. Mais il faut bien réaliser que si on regarde l'ensemble du numérique, l'impact majeur du numérique, c'est pas les data centers, hein, loin, loin de là. L'impact majeur du numérique, c'est les objets que vous avez chacun chez vous, dans vos poches, tout ça. C'est ça qui a un vrai impact. Donc les efforts concernant, si on se restreint aux impacts directs, c'est là-dessus qu'il faut faire des efforts. Et puis juste un mot par rapport à l'énergie. Donc on s'illusionne, à mon avis, beaucoup sur l'idée qu'avec l'énergie renouvelable, on va résoudre les problèmes. Alors déjà, comme je vous l'ai montré, la question du CO2, c'est pas la seule question. Et puis comme l'a très bien montré Monsieur Fressos, qui est historien au CNRS et qui a fait des conférences absolument géniales sur la transition énergétique, lui, ce qu'il démontre, c'est que la transition énergétique, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. On a toujours empilé des moyens de produire de l'énergie les uns sur les autres et donc de façon systémique, c'est pas une solution non plus. Voilà, je m'arrête là. Merci pour cet éclairage. Hilaire, je te laisse nous poser une autre question à François ou à Françoise. Alors, j'aurais une question pour chacun des acteurs. Donc, tout d'abord, pour François, voilà, donc je rappelle les objectifs extrêmement importants qu'il faudrait que notre société soit capable de remplir, c'est de diviser par 2 les émissions en 2030 et être à neutralité carbone en 2050. Donc dans cette perspective, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises du numérique. Donc je pense par exemple Huawei qui essaie de vendre des smart cities, voilà, et en fait qui cherche à vendre plus d'usages et pas économiser. Est-ce que vous cherchez à estimer, évaluer la place du numérique dans des scénarios réalistes de décarbonation, donc qui ne soient pas extrêmement optimistes, notamment sur les questions des minerais? Et si cela implique une baisse de votre activité notamment, est-ce que vous serez capable quand même d'essayer de pousser la législation dans ce sens-là, de faire du lobbyisme et pas en fait chercher à défendre vos intérêts si ceux-là vont à l'encontre des enjeux présents? Non, mais je pense que là, votre question est très pertinente et c'est une question que les fournisseurs d'énergie ont eu aussi en disant eh oui, il faut consommer moins, mais moi je vends de l'énergie, donc je fais comment? Parce que j'ai des actionnaires et oui, enfin, faut pas être non plus candide etc. Il y a un vrai sujet là-dessus. Après, je pense que de toute façon, il y a quand même. Alors, c'est peut-être un peu optimiste, naïf, ce que je vais dire, mais il y a notre cœur de métier qui est vraiment cette transition numérique, etc. Si on montre et si on voit bien qu'elle nous fait aller dans le mur en termes de consommation, de tout ça, c'est tout l'ensemble du secteur qui ne sera pas viable, etc. Donc, je pense que maintenant, même on voit, pour parler de façon très, très un peu presque financière, les investisseurs aussi mettent de plus en plus
les notations environnementales dans leur évaluation de la viabilité des entreprises, etc. Et si le monde de la finance commence à s'y mettre aussi, c'est quand même relativement bon signe. Ce que je dirais aussi là-dessus, c'est que non, nous, après, ce qu'on essaiera aussi peut-être d'encourager, c'est des utilisations qui vont faire évoluer d'autres secteurs aussi sur les effets induits. Si le transport, grâce au numérique, peut réduire son propre impact grâce au numérique, ça, je pense que c'est important aussi. Aujourd'hui, c'est pas du tout quantifié et on ne sait pas. Parce qu'il y a deux effets. Il y a un effet où ça accélère effectivement, comme l'a montré Françoise Berthoud, les échanges, etc. Et que finalement, c'est peut-être ça fait un impact plus fort. Mais il y a aussi des effets de réduction. Donc le net à la fin, aujourd'hui, on ne l'a pas encore bien estimé. Et c'est sur ça, je pense qu'il faut aussi travailler. C'est montrer les économies ou les réductions qui sont induites grâce à la digitalisation. Alors, je vais pas mettre le nom d'intelligence artificielle, mais c'est vrai que tous des optimisations de process que la connexion permet d'utiliser, ça peut quand même être intéressant. On verra, par exemple, l'histoire du télétravail, quel va être le net à la fin, par exemple. Ça, je suis curieux de savoir, là c'est encore un peu chaud parce qu'on vient juste de vraiment tous s'y mettre de façon massive, mais quel va être le bilan total à la fin du télétravail versus le mode d'avant, je dirais. Peut-être en question complémentaire à tous les deux, je vois, est-ce qu'il existe un système de normes internationales portant sur la consommation énergétique des équipements électroniques de type serveur ou d'ailleurs pour d'autres choses? Est-ce que ça peut ou pas contribuer à ces capacités à mieux réguler ou en tous les cas à articuler un peu des trajectoires telles que l'a posé la question Hilaire? Oui, je réponds. Oui, Françoise, oui. Oui, il existe des normes, des standards en fait internationaux sur la consommation d'électricité, et pas que des serveurs d'ailleurs, de tous les équipements, enfin d'une grande partie des équipements électriques et électroniques, dont les téléviseurs, les smartphones, les portables. C'est des standards qui fixent par exemple le maximum de consommation en état de veille ou quand c'est éteint, enfin. Parce que vous savez que votre portable, s'il est branché, il continue de consommer même s'il est éteint. Du coup, oui, il y a des normes qui font ça. Il y a eu énormément de progrès, même si on peut regretter que ça n'aille pas plus loin. Mais dans la normalisation, les constructeurs, ils font des efforts là-dessus. Mais bon, on peut toujours regretter que ça n'aille pas plus loin. Et de toute façon, à mon sens, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème global. Et vous, dans votre activité de OVH, vous êtes vous-même soumis à des normes ou à des standards qui sont très durs ou aujourd'hui c'est finalement relativement ouvert? C'est toujours pareil, sur la consommation, il y avait pas mal de choses de fait. Moi, c'est sur la construction des équipements où là j'ai beaucoup plus de mal à trouver des référentiels et des standards sur comment on tient compte de la fabrication, en fait. C'est là où c'est plus compliqué. Oui, sur la consommation, de plus en plus, en fait, le sujet quand même, c'est dans notre secteur, dans toutes ces études, il y a quand même un manque de data. Il y a quand même, même l'étude qu'on a présentée, hein, en fait, c'est quand même, le numérique est tellement distribué et il y a beaucoup le scope est plus loin là. Donc, on reste quand même sur des fourchettes assez larges finalement, parce qu'il y a beaucoup d'estimations. Donc, il manque encore un petit peu de standardisation et surtout pour que les scientifiques aient de la data vraiment complète et mise à jour souvent. Oui, juste pour compléter la réponse. Allez-y, Françoise, oui. Oui, juste pour dire que sur la fabrication des serveurs et des équipements pro, maintenant, il y a quand même un écolabel qui s'appelle TCO, qui prend en compte les serveurs et qui propose tout un tas qui est donc un écolabel de type 1. Et puis, il y a EPIT, qui est aussi un écolabel, qui les deux concernent essentiellement des équipements professionnels, mais du coup, il y a des choses qui se font de ce côté-là aussi.
peut-être avec plaisir, si vous pouvez indiquer cela sur la conversation, que chacun puisse le repérer, on le diffusera à tous. Et peut-être, si je reviens sur des sujets peut-être moins data, qui sont, comme le disait François, difficiles aujourd'hui à vraiment évaluer, compte tenu, voilà, c'est très fugace, c'est tellement volumineux. En revanche, si on revient sur des questions de la vraie vie sur ses usages avec de nouveaux comportements, moi je vois une question: comment allonger la durée de vie moyenne d'un smartphone? Elle dépasse rarement 24 mois et c'est un enjeu de composants, de logiciels, de marketing. Et cette question finalement de l'obsolescence programmée, puisque tous les deux vous vous êtes accordés pour dire que c'est bien un des enjeux, d'allonger la durée des équipements numériques. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je connais plein de gens qui ont des smartphones qui ont plus que 2 ans, donc c'est possible. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Que la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous pouvez aussi acquérir un téléphone qui n'est pas un smartphone et qui dure franchement plus longtemps. Qu'il est possible de faire réparer son smartphone quand il ne fonctionne plus. En général, au bout de 2 ans, s'il arrête de fonctionner, c'est la batterie. C'est pas à cause des composants électroniques qui sont en général plus solides, donc c'est soit la batterie, soit les écrans, et ça c'est possible de faire réparer. Même sur les smartphones maintenant qui ont des batteries collées, en fait on peut faire changer la batterie. Donc il est possible de garder ces équipements plus longtemps. Et j'ai l'impression que c'est même l'occasion actuellement de beaucoup de nouvelles économies, un marché économique qui se développe sur ces sujets de réparabilité. Est-ce que là, sur ces aspects-là, François, vous, dans votre écosystème économique, de l'entrepreneuriat qui se développe aussi dans votre sillage, ou comment voyez-vous ça? Non, en fait, enfin, on le voit, nous, parce qu'on réutilise quand même beaucoup de nos propres composants pour en faire. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'avant, on n'osait pas en parler. On n'osait pas dire que c'était des serveurs d'occasion qui faisaient tourner des sites web, etc. Il y a eu un vrai changement même des clients, vis-à-vis de ça. C'est encore tout récent, hein. C'est que jusqu'à il y a 3 ans, on ne disait pas que c'était des serveurs parce que sinon c'était vu comme mauvaise qualité, etc. Donc on peut quand même je pense qu'il y a eu un vrai changement, une vraie prise de conscience, certes tardive, mais au moins elle est là. Nous, on l'a vu. Donc ça, c'est une première chose. Après, il est clair qu'avec on peut avec recycler des composants pour faire des choses qui vont être. Je pense que c'est encore que le début en fait. Et nous, honnêtement, on a besoin aussi. On va aller vers beaucoup plus de traçabilité sur comment nos composants sont réutilisés. Et il y a un vrai sujet sur la traçabilité des filières de recyclage. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas pour vous l'occasion de développer un écosystème en tant qu'incubateur, si je puis dire, de nouvelles activités? Alors, oui, alors développer un incubateur, on a beaucoup de choses à faire juste pour ça, c'est vrai. Mais disons que on est assez confus. Enfin, la filière est en train de se structurer, on le voit clairement aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des sociétés dont le but, notamment en Californie, est de récupérer tous les ordinateurs, les serveurs des GAFAM, par exemple, et ils sont en train vraiment d'exploser. Hein. Enfin, c'est très intéressant. Et il y a des business models qui se font complètement sur le recyclage des serveurs pour faire aussi des ordinateurs qui vont être utilisés, par exemple, pour l'éducation dans d'autres situations, etc. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Hein. C'est juste le début. Mais la prise de conscience est là. Un bon entendeur, salut pour tous ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de créer des nouvelles activités. Je vais repasser la parole à Hilaire pour vous poser des questions. Oui, j'avais une question aussi donc pour vous, Françoise, sur la question justement, vous avez parlé des minerais, donc du fait que la high-tech, c'est beaucoup plus compliqué à recycler à cause de la grande quantité de minerais différents qui sont présents dedans. Et donc, on pourrait envisager que d'ici quelques générations, finalement, on soit plus capable de construire de nouveaux smartphones, de nouveaux terminaux numériques.
Est-ce qu'il est envisageable, c'est possible de penser un numérique low-tech dans le sens où les matériaux utilisés seraient recyclables un maximum? En fait, ça poursuit un petit peu ce que disait François. C'est ce qui est en train de se développer, qui a commencé quand même il y a déjà pas mal d'années en Chine, hein, de recyclage des composants. En fait, on pourrait imaginer que ça commence à se développer beaucoup plus, ou ça continue de se développer beaucoup plus chez nous, avec de la récupération de composants, et pas aller, si vous voulez, jusqu'au broyage d'un téléphone, mais qu'on en récupère les composants et qu'on fasse autre chose avec. Alors, la low-tech, encore, c'est encore quelque chose où on met beaucoup d'éléments derrière. Mais en tout cas, la low-tech, pour moi, c'est une solution qu'il faut absolument, enfin, un ensemble de solutions. Donc, qui vise à fabriquer des objets avec peu d'impact environnementaux globalement, et qui utilisent peu d'énergie et qui ont peu d'impact pendant leur usage et qui se recyclent bien. Donc ça, on en a absolument besoin quand on sera arrivé dans un monde un peu plus dégradé que notre monde aujourd'hui, que ce soit à l'échelle globale ou dans des échelles locales, en tout cas, on en a besoin. Et en attendant, il faut s'y préparer et donc apprendre justement à faire des nouveaux objets avec les vieux. Ça, c'est pour moi vraiment, mais j'insiste, hein, je le redis, c'est vrai que François il l'a déjà dit, mais c'est vraiment une piste qu'il faut développer aujourd'hui. François, un mot sur le sujet? Pardon. Je suis assez d'accord sur le low-tech. C'est un peu un oxymore quelque part parce que de la tech, normalement, ça doit. Mais ouais, mais en tout cas, je pense qu'il y a des usages qui sont largement faisables avec des solutions technologiques qui n'ont pas besoin forcément. Je prends l'exemple de l'hébergement de sites web. Donc nous, on héberge beaucoup de sites web. La majorité des sites web demandent très peu de bande passante et demandent très peu de performance des serveurs. Il n'y a pas besoin du serveur dernière génération pour ça. Et donc, nous, on l'héberge sur effectivement des serveurs recyclés. Donc là-dessus. Est-ce que c'est low-tech? Je ne sais pas. C'est juste, on adapte le besoin, le matériel au besoin. Si vous faites un vélo, ce n'est pas low-tech, mais ça émet moins de carbone qu'une voiture. Bon, je sais, c'est un peu difficile à répondre à cette question, mais je pense que effectivement là, vu l'audience aujourd'hui, il y a plein de sujets pour l'audience à travailler. Effectivement, comment. Alors après, sur l'efficacité, on dit il faut aussi passer à des ordinateurs quantiques, etc. Peut-être. Je pense qu'il faut tout en fait. Il faut regarder à tous les éléments si on veut vraiment quelque part. Il n'y aura pas une solution qui va nous permettre d'atteindre les accords de Paris. Il faudra tout en même temps, en fait. C'est surtout ça le message. Alors peut-être une autre question qui est relative justement à ce que chacun peut faire au quotidien dans sa vie de tous les jours. On dit un mail égale autant d'énergie dépensée que pour produire un sac plastique. Est-ce que c'est vrai ce type d'approche? Et de façon générale, est-ce qu'il existe une application qui permet de mesurer la consommation énergétique de son propre usage numérique? Est-ce que ça existe et comment on peut s'y prendre? Alors sur l'idée de un mail, c'est la fabrication d'un sac plastique. Alors je vais vous dire, ça dépend de la taille du mail et puis de la taille du sac plastique et du plastique qui est utilisé. Donc en fait, on peut tout dire avec ce genre de comparatif en fait. Mais bon, là, certainement, cette comparaison, elle vient d'une étude qui avait été faite par l'ADEME en 2011, donc ça date un peu. Et puis aujourd'hui, les résultats, ils seraient certainement un petit peu différents, mais bon, c'est pas grave, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Bon. Et c'était quoi votre deuxième question déjà? J'ai zappé du coup. Redites-moi la deuxième question. Est-ce qu'il existe une application pour mesurer? Alors, est-ce qu'il existe une application pour mesurer l'impact de votre usage du numérique? Alors, non. Ben voilà, il y a encore une idée. La réponse courte, c'est non. La réponse un peu plus longue, c'est
Il y a des personnes qui ont développé des applications pour mesurer la quantité de données qui traversent votre navigateur et qui ont traduit ça en CO2. Donc ça donne ça s'appelle Carbon Analyzer, ça donne une première idée, mais c'est basé sur tout un tas d'hypothèses. Donc encore une fois, comme souvent avec les chiffres sur le numérique, il faut considérer ça comme des ordres de grandeur qu'il faudra vérifier un jour. Hein, parce que, mais vous voyez bien que par rapport à tout ce que j'ai exposé, on est vraiment dans une vision très étriquée avec une paire de lunettes qui rétrécit, en fait, qui réduit le champ au lieu de l'élargir, quoi. C'est-à-dire vous allez regarder juste les octets que vous déplacez, et puis encore une fois, à chaque fois qu'on se focalise sur un outil comme ça qui réduit beaucoup le champ de vision, ben, vous oubliez tout le reste. Et puis vous allez faire des transferts de pollution, et puis etc., etc. Donc il faut faire toujours très attention. Moi je suis d'accord avec François, la mesure c'est hyper important. Bah, moi-même j'ai beaucoup travaillé sur la mesure, donc moi je trouve ça génial, hein, le travail qu'ils font chez OVH, hein. Franchement, j'en profite pour le dire là, parmi toutes les entreprises que je connais qui font du data center chez OVH, vous êtes vraiment enfin, je dirais en avance de phase, quoi. Ça donne envie de travailler avec vous. Avec plaisir. D'ailleurs, je crois qu'il y a un groupe de travail qui est en train de se monter avec l'ADEME où on va être présent, et on veut vraiment qu'il y ait tous les acteurs du secteur. Je crois que vous y êtes aussi, donc on s'y retrouvera. Mais non, je ne cherche pas un boulot, je travaille au CNRS et je suis bien au CNRS. Mais non, si on peut vous aider les uns et les autres à créer encore plus de synergie, on sera tous extrêmement heureux, parce que ça serait une belle contribution de ce débat, en tous les cas, à ce gros sujet. Et comme vous le dites, Françoise, tout est important. C'est très compliqué de savoir comment chacun peut se situer pour essayer de faire bouger les choses, mais je crois que, en tous les cas, c'est un des points sur lesquels on va essayer tous de travailler. Encore une question, Diller, si tu as. Oui, une dernière question. Je pense que je m'adressais à Françoise. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'inertie dans les progrès qui peuvent être faits, notamment parce que, voilà, comme vous dites, on cherche à numériser et à faire de la transition. Voilà, donc est-ce qu'il y a nécessairement le progrès technique est-il une bonne chose? Notamment, je pense la question sur la 5G. Donc, on a eu le droit à une belle intervention de notre président qui a traité de Amish ceux qui considéraient que ce n'était pas forcément la voie à suivre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une place spécifique à garder pour la 5G, ou qu'il ne faudrait absolument pas la déployer, ou juste dans les entreprises? Parce qu'on voit quand même que c'est une technologie qui va être finalement essentiellement utilisée pour faire du flux vidéo et faire des vidéos 8K, et beaucoup moins en fait pour les usages industriels qui sont vendus comme ce qui devrait être intéressant. J'ajoute juste, Françoise, un point, si vous pouvez aussi répondre là-dessus, c'est la question de l'effet rebond 5G. Tout à l'heure, vous l'aviez abordé. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? D'accord. Donc, sur la question de la 5G, on ne sait pas en réalité. Hein, vous dites, est-ce que le progrès technologique est toujours une bonne chose? Ben, évidemment que non. Il y a plein de secteurs où le progrès n'a pas été une bonne chose. Et puis, on n'en sait rien si c'est une bonne chose. En tout cas, ça ne porte pas en soi une bonne chose, le progrès technologique. Si on prend l'exemple de la 5G, qui est un très très bon exemple, la 5G, parce que c'est une technologie qui est promue, qui n'est pas en premier demandée par les citoyens du monde, mais qui est en premier promue par les opérateurs et les gens qui font du business, etc. Alors, la 5G, ça intéresse les entreprises parce qu'elles ont besoin d'aller plus vite, de faire du temps réel, etc. Mais en fait, dans l'état actuel des choses, on n'a jamais vu une technologie se développer que pour les entreprises et de ne pas être utilisée pour les citoyens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être utilisé par tout le monde. Et du coup, ça va être utilisé par quoi? Essentiellement pour des trucs qu'on pourrait estimer
en reprenant un terme très à la mode, non essentiel. Mais là, c'est marrant, il n'a pas fait le lien, notre cher monsieur Macron, entre le non essentiel de la 5G et le non essentiel des livres. Ce que je veux dire sur les effets rebonds par rapport à la 5G, c'est que la 5G, c'est fait pour, ça a été conçu très intelligemment pour consommer moins d'énergie pour 1 gigaoctet de données transportées. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que si vous transportez une certaine quantité de données, 1 gigaoctet, eh ben, ça va consommer moins d'électricité. Et non seulement ça, mais en plus, si vous transportez 0 gigaoctet, vous pouvez éteindre l'antenne ou réduire beaucoup sa consommation, alors que par exemple sur la 4G, vous ne pouvez pas faire ça. Sur la 4G, que vous transportiez 0,001 gigaoctet ou 1 gigaoctet, ça consomme la même chose, à peu près. Donc de ce point de vue-là, la 5G, c'est bien, sauf que la 5G, c'est fait, ça a été conçu pour pouvoir transporter plus de données. Donc l'effet rebond, il se constate sur un certain nombre d'autres technos, mais l'effet rebond, il est inclus dans la 5G, c'est-à-dire la 5G, elle est rentable si l'effet rebond existe, c'est-à-dire si les gens se mettent à utiliser beaucoup plus le réseau que ce qui est fait actuellement. Donc nécessairement, avec la 5G, il va y avoir des renouvellements d'équipements, des tas de nouveaux équipements pour les usagers, avec des petits capteurs de partout, des petites choses, des lampes qui s'allument toutes seules, encore, ça existe déjà, mais encore plus que maintenant. Et puis, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que, je vous disais tout à l'heure, je faisais référence à une conférence de M. Fressos sur la transition énergétique, où les nouvelles énergies, elles ne viennent jamais remplacer les autres, mais ça s'ajoute. Ben, c'est exactement pareil pour la 5G, c'est-à-dire la 5G, elle ne vient pas remplacer la 4G, 3G, etc. Ça s'ajoute. Et donc, ça a fait de la consommation énergétique supplémentaire et du coup, des objets supplémentaires qui sont fabriqués. Donc, du point de vue environnemental, je pense que tous les scientifiques s'entendent là-dessus. Dans l'état actuel des choses, c'est extrêmement mauvais pour la planète. Et François, c'est votre avis aussi, vous? Oui. François. Ah, François. Est-ce qu'il est du même avis? Moi, je suis d'accord avec moi-même. Non, on est, nous, on n'est pas opérateur mobile, on est assez peu finalement dans la 5G. Ce qui est un peu, ce qu'on a beaucoup vu il y a un an, c'est une discussion alors, sur ce qu'on appelle les data centers edge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler certains autour, c'est-à-dire la multiplication des data centers de proximité due à l'arrivée de la 5G. Alors moi, je peux commenter là-dessus parce qu'effectivement, il y avait cette idée que du coup, comme il y aurait beaucoup de données qui seraient générées et il y aurait besoin aussi de data centers en effet rebond quelque part de deuxième ordre de la 5G. Pour l'instant, on ne voit pas forcément de cas d'utilisation très, très clair là-dessus. Et donc, la 5G n'aura pas forcément un impact énorme sur les centres de données. Mais après, c'est très difficile à dire parce que, effectivement, comme François Berthoud l'a mentionné, c'est peut-être fait d'abord pour une certaine type d'utilisation et puis après, il va y avoir d'autres utilisations qui vont arriver et qui vont s'ajouter. Et donc, on verra. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les choses qui vont peut-être faire évoluer vraiment la consommation de data à l'accéléré, il y avait beaucoup et je réponds un peu de façon tangentielle sur d'autres utilisations. Il y avait tout ce qui est crypto-monnaie aussi qui disait et ça ferait beaucoup de data centers. Aujourd'hui, il y a une fourchette, mais ça reste, il y a un effet spéculatif et une volatilité qui avait été assez forte. Donc, je ne suis pas si certain que ce soit ça le problème. Il y a les véhicules autonomes qui vont générer aussi beaucoup de données. Comment on fait avec toutes ces données? Est-ce que justement c'est la 5G, etc. Je dirais, pour l'instant, les data centers de proximité, vraiment le cas d'utilisation le plus fort, c'est pour les opérateurs eux-mêmes qu'on a vu. Après, il y aura peut-être une distribution des centres de données pour mieux utiliser, on va dire, l'immobilier, voir où l'électricité est, comme ça, donc on la transporte moins sur les réseaux. Mais sur la partie, on va dire, infrastructure pure derrière, on n'a pas, il n'y a pas d'affolement sur l'impact de la 5G. Après, on va le dire encore une fois, je pense que ce qui est très très clair dans toutes les études, c'est qu'il y a 3
3 sous-catégories sur l'impact du numérique, les centres de données, les réseaux et les devices. Et c'est les devices qui croient le plus vite et qui sont les plus impactantes à l'heure actuelle. Et c'est sur ça qu'il faut regarder. Enfin, il faut regarder surtout, encore une fois, c'est ça le message, mais surtout sur ça aussi. Oui, et je crois que ça nous ouvre encore bien des perspectives de débat. Et je vois l'heure qui tourne et je suis infiniment désolée parce que nous allons devoir approcher notre conclusion et vous dire que vous avez les uns et les autres porté beaucoup de questions. On va les enregistrer, les conserver, on va les transmettre à nos intervenants qui pourront aussi vous répondre. On fera en sorte sur nos sites web respectifs. Vous utiliserez là aussi un peu de numérique pour aller regarder aussi les réponses. On veillera à vous les apporter le plus possible. Moi, je voulais vraiment vous remercier infiniment Françoise Berthouf et Françoise Thérin. Merci aussi à toi, Hilaire, pour ces interventions très fortes, très denses, avec aussi, on le voit, cette question de notre avenir, quel futur, je le vois aussi dans les questions, quel est le futur que nous voulons les uns les autres, comment ce futur peut être meilleur grâce à du numérique. C'est vrai que sur ces sujets de santé, parmi les applications que François, vous n'avez pas signalé là tout de suite, mais évidemment tout le monde de la santé avec le développement très très fort de cette santé qui se développe sur la base de ces transmissions de données maintenant grâce à ces serveurs et grâce à tout ce que vous pouvez nous aider à transporter pour améliorer évidemment notre santé personnelle et celle de notre économie. C'est un autre sujet. On verra comment ce monde qui change, cette révolution numérique, où elle va nous mener. J'ai quand même compris qu'il y a pas mal d'activités à créer autour de tous ces enjeux que vous avez cités. Moi, je veux dire à tous nos jeunes que même si tout cela, c'est pas simple, si on peut vous aider à avoir des belles idées pour continuer à créer, continuer à innover, rentrer sur le marché du travail avec beaucoup d'optimisme et aider les entreprises et les acteurs de la science à poursuivre des activités fortes et utiles. En tous les cas, nous tous, on sera très heureux. Et pour notre prochain débat des PDSI, on vous donne rendez-vous le 17 décembre, en visio sûrement aussi, peut-être, on verra ce que nous disent nos autorités, s'ils nous permettent d'être en présentiel. Mais en tous les cas, le 17 décembre, on va traiter d'un tout autre sujet, c'est quels seront les aliments du futur. On se pose la question, les insectes seront-ils les aliments du futur ? Vous voyez qu'on change de sujet chaque mois et chaque mois, c'est tout aussi passionnant. Merci à vous tous. Très, très bonne soirée. À très bientôt en ligne ou à l'Hôtel de l'Industrie si vous le souhaitez. On sera très ravis de vous accueillir et vous êtes vraiment les bienvenus bientôt. À bientôt. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.